Bonjour Caroline, Bonjour, merci. Jean-Yves. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es géopolitologue, docteur en sciences politiques, spécialiste des questions de stratégie, euh, tu es une réaliste en géopolitique, et puis dans le domaine géopolitique, tu as un CV qui est long comme le bras. Tu as été auditrice IHEDN, tu as travaillé au service du Premier ministre en gestion de crise pendant les guerres de Yougoslavie, ce qui n'est pas rien, c'était un des premières catastrophes récentes en Europe. Tu as été également professeur à l'école de guerre, ça ne s'invente pas, directrice de séminaire pendant 4 ans, Ouais. et tu as rédigé un certain nombre de- d'articles, de livres. Il y en a un qui m'avait beaucoup plu, on en avait déjà parlé, c'était Vers un nouveau Yalta, qui a maintenant 5 ans. Et c'est intéressant puisque cette semaine, le 5 février, nous fêtions le 80e anniversaire de la conférence de Yalta qui s'était tenue en Crimée, justement, donc à Yalta, euh, réunissant Churchill, Roosevelt et Staline. Et c'est considéré comme le lieu où s'est partagé le monde à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, avec l'émergence des BRICS, la difficulté de l'Occident à maintenir son hégémonie mondiale, y compris pour les États-Unis, avec les crises multiples que connaît le monde, est-ce qu'on n'est pas dans une redéfinition générale de l'ordre international? Et est-ce qu'on n'est pas au bord bien, d'un nouveau Yalta? Et donc, j'aurais aimé, Bienvenue, mais chacun sent bien qu'il va falloir se réorganiser. oui, il va falloir faire de grandes, grandes mutations, d'abord mentales, morales, intellectuelles, dans les structures de pensée et de planification, d'ailleurs, et d'anticipation, d'analyse d'un certain nombre de grands pays, notamment du côté occidental, parce que s'il y a bien une chose qui est assez patente, flagrante, c'est qu'on n'a pas vu grand-chose venir du stade actuel où nous arrivons. Essayer de comprendre et d'anticiper, bien sûr, on n'anticipe pas tout, on ne voit pas tout, on peut se tromper, on n'a pas toutes les informations, je ne suis plus dans les allées, dans les arcanes, bien sûr, des informations classifiées, etc. Tout ça, ça ne m'est plus accessible. Mais ce qu'on peut faire, en revanche, c'est appliquer un certain type de regard et un certain type de méthode à l'observation des faits. Et quand on fait ça, bien sûr, sachant que cette méthode et ce regard sont désidéologisés par principe, c'est-à-dire on regarde les faits, on regarde les informations disponibles, on étudie l'histoire, on remet les choses en perspective, on s'intéresse aux personnalités au lieu juste de les diaboliser ou de les angéliser. Enfin, voilà, en fait, c'est un travail d'analyste en fait hein, que je fais. Donc, quand on fait ça, eh bien, apparaissent, surgissent petit à petit des structures de pouvoir, des permanences, des personnalités qui émergent, des problématiques qui se renouvellent, des questions économiques qui sont vues sous un angle nouveau, etc. Et donc, Vers un nouveau Yalta, c'était un recueil de tout un tas d'articles en fait que j'avais écrits dans le Point, mais pas seulement, dans de multiples endroits pendant quelques années. Donc c'est un recueil. Il faut que j'écrive un autre bouquin. Je sais, tout le monde me le dit, un vrai, un essai, je sais. Et je vais le faire, je promets, je vais le faire. Mais je manque en effet de temps pour diverses raisons. Et euh, tout ce que j'ai vu ou ce que j'ai pu anticiper, c'est grâce à cette approche, c'est tout. C'est-à-dire, je refuse de regarder la réalité internationale comme un membre du pôle occidental à partir d'un regard déjà préfet, avec tout un tas d'a priori, avec tout un tas d'interdits, parce que dans ce cas-là, on ne peut plus rien voir et on ne peut plus rien comprendre et encore moins faire quoi que ce soit. Et c'est Alors, pour ça disons, où on en est, nous, la France.
Voilà. disons-le, tu refuses un regard idéologique sur les relations internationales, tu viens de le dire. Donc, L'humanité, hein. c'est le regard réaliste qui peut coûter cher. Oui, Euh, il ne rapporte D'ailleurs, rien, je confirme. Mais ça, on est d'accord. peut-être ça rapportera, car pour ceux qui te connaissent et qui te suivent, tu as subi depuis le début de la phase chaude de la guerre entre la Russie et l'Occident, c'est-à-dire le 24 février 2022, une forme d'ostracisme. Toi qui parcourais les rédactions du Point au Figaro, les chaînes de télévision, tout à coup ça s'est arrêté et tu as été pointé du doigt. Alors c'est pour ça que je rappelle ton parcours, parce que bon, il y a des idéologues, et puis justement, toi, tu es une spécialiste, et on n'a pas apprécié ce que tu disais. Or, ce que tu disais sur le renforcement de la Russie, sur l'émergence des BRICS, sur la réalité de cette relation, sur le destin des armes quasi certain qui allait suivre la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la motivation de certains en Occident, c'est-à-dire de vouloir étendre l'OTAN cause de la guerre, tout ça t'a coûté cher. Pourtant, c'est ce qui maintenant émerge, et tu es si ostracisé avec quand même quelques grands noms. Parce que c'est beaucoup plus Oui, difficile en France qu'aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, tu es avec Jeffrey Sachs, tu es avec John Mersheimer, tu es même avec Henry Kissinger. Bon, ça va. Il y a pire comme oui, oui. Non, non, mais je je suis ne en pas très trop bonne couper. compagnie. Toute petite Alors, par rapport à tout ce mytho, mais on ne va pas rentrer dans les détails. On peut considérer que la guerre en Ukraine est sur sur le terrain militaire terminée, au sens où il n'y aura pas de victoire de ukrainienne, et ça serait une victoire russe. On verra jusqu'où la Russie conquérera l'Ukraine. La question centrale qu'on voulait te poser, c'est dans les négociations qui s'avancent, dont tu parles sur paix et guerre, des discussions qui vont venir entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Est-ce que on va discuter comme ça nous est présenté du bout de gras, à savoir où va s'arrêter le conflit en Ukraine, quelle ville va être ukrainienne, quelle ville va être russe, ou alors on va avoir une discussion globale? Frontières de l'OTAN, zone d'ingérence, zone d'influence des uns et des autres au niveau global, répartition de l'économie. Est-ce que c'est plutôt une rencontre sur une question globale, ou comme le présente l'équipe Trump pour le moment, juste une rencontre pour arrêter la guerre en 24 heures en Ukraine? non, je pense que ça va être une discussion globale qui va aller d'ailleurs au-delà du théâtre européen, ça va être ça va être un nouveau Yalta. Ça va être un nouveau Yalta. Parce que tout le monde l'appelle de ses voeux, en fait. Même du côté occidental, il y a quand même un niveau de conscience, du côté américain en tout cas, même si les Britanniques, eux, freinent des quatre fers, et si les Européens ne comprennent strictement rien, à part quelques-uns. Du côté américain, il y a une conscience, et d'ailleurs, comment s'appelle-t-il? C'est Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État américain, qui a dit il y a, je sais pas, il y a une dizaine de jours, il faut qu'on se rende compte, c'est quand même, c'est un truc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut qu'on se rende compte que le monde n'est plus unipolaire. Le moment unipolaire est passé et qu'on est dans une multipolarité. Oui, c'était Venant, réellement étonnant. Et Donald oui, Trump le dit aussi. voilà, venant des États-Unis, c'est quand même, ça prouve quand même qu'il y a un degré de conscience supérieur à celui auquel nous avait habitué l'administration sortante, qui Oui, mais en était même dans une... temps, Donald Trump dit je veux maintenir la puissance américaine. Si vous avez une monnaie des BRICS, on va tout attaquer. Si vous Ah faites bon, pas comme je dis, je vous mets des tariffs. oui, mais c'est une politique de puissance. Et tout le monde a une politique de puissance. C'est pas parce qu'on parle de multipolarité que c'est une bande de nounours qui se sont enlevés les griffes et qui vont gentiment. C'est pas du tout ça. Ce sont un certain nombre de dirigeants de puissances régionales majeures ou de grandes puissances, dans le cas des États-Unis, dans le cas de la Chine, dans le cas de la Russie, puissance régionale, Turquie, Iran, Arabie Saoudite, bon, enfin, voilà,
tous ces gens-là sont bien d'accord sur le fait qu'ils doivent, avec leurs propres atouts, faire le mieux pour leur propre pays. C'est là qu'on voit que l'Europe est complètement à contresens, à contretemps, à contre-emploi, enfin, n'a rien compris, n'a rien compris, à rien. Voilà, ça c'est très très effrayant. Quand on est française, c'est très très effrayant. La France elle-même, alors n'en parlons même pas. On sait de moins en moins ce que nous sommes. Donc, bon, on n'assume rien, on ne profite d'ailleurs de rien de ce qui nous reste de la toute-puissance, on ne fait rien. Voilà, on se dilue, on est content, on se gargarise de notre propre affaissement. Bon, donc on est dans une politique de puissance qui est en fait assumée, qui est désinhibée. Donc Trump, oui, il est dans des postures, alors, évidemment très, j'allais dire rustique, quoi, un peu bébête, un, un peu à l'américaine, c'est-à-dire toujours, voilà, nous restons la puissance, nous voulons être ci, C'est un nous jeu de allons rôle imposer. aussi. C'est absolument un jeu de rôle, mais c'est une manière de se mettre en situation de pouvoir commencer le grand marchandage. Et il sait bien qu'il va devoir faire un grand marchandage au Moyen-Orient, en Europe, vis-à-vis de la Chine. Donc, il a ses illusions, il a ses informations, il a sa désinformation, il a ses freins intérieurs et ses ennemis intérieurs qui n'ont toujours pas avalé son retour au pouvoir et qui n'ont pas l'intention de lui faciliter les choses. Donc, rien ne va être facile, même pour lui, au plan américain interne. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quand même pas une personnalité, même si il est très dominé par ses affects, par son narcissisme, par tout ce qu'on veut. Euh, c'est pas un warmonger. C'est pas un type qui pense à la guerre tout le temps. Lui, son truc, c'est effectivement de retrouver un équilibre, d'enrayer. Ça, il croit qu'il le peut, et peut-être le peut-il. D'ailleurs, on verra d'enrayer la dédollarisation, cette tendance lourde que moi je vois arriver, mais depuis des années en fait, on en parle depuis des années entre gens un peu informés et intéressés de l'économie mondiale, de renverser. Alors, il croit encore qu'il peut utiliser les vieilles recettes quand il dit on va vous remettre des droits de douane, on va vous refaire ci, on va. Il en est encore à l'arme des sanctions, l'arme des droits de douane, même s'il préfère les droits de douane aux sanctions, parce qu'il a compris que les sanctions, ça avait ses limites. On le voit en Russie, on le voit en Iran. Bon, ça n'a pas tellement empêché ni les programmes d'armement qui inquiétaient de se poursuivre, ni les pays de tenir, ni bon. Donc là aussi, il doit revoir ses bâtons, il doit inventer des carottes. Bon. Et le Moyen-Orient va être très très intéressant aussi. Et je pense que vraiment les deux théâtres, européen et moyen-oriental, vont être liés dans des discussions avec un Vladimir Poutine. C'est clair. Notamment Alors, vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis des projets de Trump pour à la fois sécuriser Israël, c'est clair, c'est net, ça n'a pas changé, c'est la même chose, Israël est là pour ça, pour semer la zizanie au Moyen-Orient, ça a très bien marché, mais maintenant, il faut trouver un. Maintenant, le rapport de force est différent, y compris dans cette zone, et c'est là que tout le poids de la désinformation qu'ici on subit, on avale, on nous met en intraveineuse toute la journée sur la grande victoire d'Israël face au Hamas et au Hezbollah, on nous ment sur à peu près tout. Donc, comment veut-on derrière pouvoir raisonner intelligemment? Hier, on a eu notre Premier ministre qui, à l'Assemblée nationale, a été expliqué sur l'Ukraine qu'il y avait, qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, des trucs complètement ridicules, 100 000 morts ukrainiens, 200 000 morts russes. Mais quelle moquette fument-ils? Qui les renseigne? Où prennent-ils leurs informations? C'est ahurissant de bêtises, d'ignorance. Voilà, on en est là. On a encore un certain nombre de couches de crétinerie, il n'y a pas d'autre terme, et d'auto-intoxication. Et d'auto-intoxication. alors, sur le cas iranien et russe, je vous invite pour le coup vraiment à aller voir le dernier Mondoscopie que tu as fait. Il
je crois que c'est le 2e ou 3e chapitre, enfin peu importe. Une 15-20 minutes très efficace, très, très J'ai décidé intéressant. d'être beaucoup plus courte, hein, parce que j'étais trop long, je me mettais à parler Ouais, mais là, trop. c'est bien, c'est très détaillé. On ne fera pas ça ici. Euh, il y a évidemment aussi l'autre acteur, la Chine, qui est alliée très profondément, très fortement avec la Russie. Mhm. C'est le cauchemar de Kissinger, Henry Kissinger, feu. Il disait la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est une alliance entre la Russie et ses ressources, sa profondeur stratégique, ses capacités militaires, et la Chine, son industrie, sa technologie, tout ça. Mhm. Or, le cauchemar de Kissinger s'est réalisé. Si on lit bien Donald Trump derrière ses rodomontades, son côté punk, son YMCA, voilà, tout ce qui sert Oui, à mais c'est perdre un peu l'adversaire, en fait, à noyer l'adversaire dans un l'information. showman. C'est un showman. Et lui, il aimerait bien casser un peu cette relation. Et donc, dans le grand deal qui va se faire, si tu pouvais l'analyser comme ça, qu'est-ce qui est ligne rouge pour les Russes? Qu'est-ce qui est ligne rouge pour les Américains? Trump, il est content avec quoi comme gain dans le deal avec Moscou? Poutine est content avec quoi comme deal avec Ok, Trump, d'après toi? ok. Alors, Trump, son sujet, pour moi, enfin à mon avis, central, c'est le Moyen-Orient. Donc Trump, il veut refaire et compléter et renforcer les accords d'Abraham qui ont été en fait affaiblis à partir du printemps 23 parce que l'Iran et l'Arabie saoudite étaient arrivés à un point où ils se disaient on devrait peut-être arrêter quand même cette guerre du Yémen complètement stupide et on a intérêt à une stabilisation régionale pour nos projets de développement économique, socio-économique, etc. Bon, après il y a eu le 7 octobre, c'est reparti dans tous les sens, les accords d'Abraham ont volé de fait en éclats. Et donc, il faut recréer tout ça. Pour faire ça, Trump, je pense, va devoir malgré tout faire pression sur Israël, c'est-à-dire peut-être dealer le soutien maintenu américain fort, puissant, économique, politique, militaire à l'État d'Israël en échange d'une temporisation de brute force avec ce pouvoir ou avec un autre, des positions israéliennes, notamment vis-à-vis de l'Iran. Notamment vis-à-vis de l'Iran. C'est-à-dire que je ne pense. Tous les gens un peu, enfin, tous ceux avec lesquels soit je parle, en tout cas, je les écoute, j'essaie de comprendre, je reprends leurs documents, etc., disent tous la même chose. Israël ne peut pas se payer l'Iran. Au point actuel de la technologie, des technologies militaires développées par le pouvoir de Téhéran, Israël ne peut plus exercer sa dissuasion militaire et stratégique et même nucléaire face à l'Iran. Parce que l'Iran a des Déjà, ils n'ont pas réussi à vaincre le Hamas. Alors, l'Iran, c'est un peu plus gros quand même non, comme mais morceau. voilà. Donc l'idée de taper l'Iran ou de le faire avec le soutien aérien américain, tout ça, c'est pas possible. La seule chose, mais qui serait une dinguerie complète et avec des développements aléatoires extrêmement dangereux pour les États-Unis, ce serait une véritable force, c'est-à-dire de vouloir envahir l'Iran. Hein. Bon. Mais l'Iran, c'est pas l'Irak de Saddam Hussein, c'est pas la Libye, c'est pas la Syrie, c'est autre chose. Donc, une force au sol américaine, ça, Trump, il a aucune envie d'aller coller ces boys là. Il n'a pas plus envie d'aller les coller sur le théâtre européen, au secours de l'Ukraine, qui de toute façon a perdu et mathématiquement, bon, alors manifestement, il n'a pas les bons chiffres non plus, ou alors il fait semblant d'en donner de faux pour laisser entendre qu'il ne sait pas. Je ne suis pas au courant de tous les méandres de ses raisonnements. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il va refiler la reconstruction de l'Ukraine aux Européens. Ça me pend au nez
C'est toujours comme ça, ça a La été partie qui restera côté européen, hein. voilà, et qu'il va falloir trouver avec Poutine les voies d'une restabilisation en fait de la sécurité européenne. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'on est d'accord que pour les États-Unis, enfin pour en particulier Donald Trump, l'Ukraine n'est pas existentielle et pas Non, vraiment stratégique en réalité. mais pas du tout. Elle ne l'est Et pas. Et que, de toute façon, ouais. à l'inverse, pour les Russes, elle l'est, et qu'eux, ils veulent pas l'Ukraine dans l'OTAN, même un bout d'Ukraine dans l'OTAN. Non, non, mais la neutralité, moi je dis ça depuis des années. L'Ukraine était en paix tant qu'elle était neutre. À partir du moment où, soi-disant, au nom de la politique, de la porte ouverte, comme si c'était un truc complètement désincarné et que n'importe qui pouvait venir, que c'était une auberge espagnole, l'Alliance Atlantique, à partir de ce moment-là, l'Ukraine s'est mise en danger. Le calcul occidental, depuis Maïdan au moins, mais en fait depuis beaucoup plus longtemps, c'est encore bien plus ancien, était de se servir de l'Ukraine pour aller affaiblir décisivement la puissance russe. Mais comme on fait ça dans un carcan idéologique euh, qui est faux, qui est fondamentalement faux, on ne voit pas ce qu'est la Russie, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est redevenue, la manière dont elle a restauré les voies de sa puissance, de son crédit, de sa diplomatie, de sa projection de puissance, sa projection d'influence. On ne voit rien. C'est pas compliqué. On s'imagine que c'est encore que la Russie c'est l'URSS et que c'est même pas l'URSS, que c'est la Russie d'Yeltsin. Mais ça n'a pas grand-chose à voir. Ça n'a même rien à voir. C'est fini tout ça. La période bénie, n'est-ce pas, du point de vue occidental, pas du point de vue russe, de la Russie des années 90, c'est terminé, c'est fini, ça ne reviendra pas, c'est terminé. Voilà. Bon. Donc, et on n'a plus, Poutine, c'est pas un pantin aux ordres de l'Occident comme a pu l'être Yeltsin, tout simplement. Bon, qui était, j'allais dire, notre homme à la Havane, c'est notre homme à Moscou. C'est important, ça, et c'est lié à l'invisibilisation que tu as connue pendant 2-3 ans dans les médias officiels. C'est que on est accusé d'être agent du Kremlin, pro-Poutine, enfin bon, Oui, bien sûr. avec. Le, c'est quand même beaucoup plus dangereux pour une nation comme la France d'avoir des chimères dans l'analyse plutôt qu'une vision froide et objective. Parce que ça conduit à la catastrophe. On Non, peut mais penser déjà au coût de l'énergie en Europe, qui visiblement n'a pas été pensé ni maîtrisé. non, absolument pas. Et puis surtout, nous nous sommes totalement dévalorisés, en fait, nous-mêmes, par nos propres actions et discours et tout ce qu'on veut, vis-à-vis de beaucoup d'acteurs internationaux. Pas seulement la Russie, la Chine, quand même pas, c'est pas des petits morceaux, ça. Tous nos points d'appui en Afrique, tout ça, ça. Bon, pourquoi? Mais parce qu'on n'a plus aucune crédibilité. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus aucune crédibilité? Mais parce on est tellement asservi, on a on a un tel alignement que un défaut gravissime par rapport à toute notre tradition diplomatique de non-alignement et qui nous donnait un rôle et en tout cas une utilité dans la médiation de certains conflits et encore plus, qui plus est, en Europe pour la sécurité européenne. C'est-à-dire que on n'aurait jamais dû s'engouffrer comme ça à la suite des néocons américains dans cette guerre ouverte contre la Russie, parce que c'est une guerre ouverte. C'est les Ukrainiens qui meurent, mais c'est aussi les nôtres. Hein. Il y a encore une cellule des GSE là, qui vient de tomber. Hein. Voilà, je veux dire, il y a des gens D'ailleurs, ce qui que tu prennent des dis, coups. c'est ce que disait Nicolas Sarkozy à Angela Merkel en 2008, quand il Oui, disait surtout pas, on va courir. ils avaient compris ça. On ouvre une boîte de Pandore, mais on n'a pas les clés. C'est ouvert, c'est fini. Et on a la Russie. C'est pas rien, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on les déteste, qu'on les diabolise, que ça nous c'est pas la énerve. Serbie. Pardon? C'est pas la C'est Serbie. pas la... Oui, c'est pas la malheureuse Serbie. C'est pas la malheureuse Serbie, en effet.
qui d'ailleurs subit de nouveau, comme tous les abords en fait, russes, d'une manière ou d'une autre, les mêmes tentatives de pression, de déstabilisation, voilà, en permanence. Heu, heu, là, on a affaire à un autre morceau, quoi. Et donc, au lieu de rechercher les voies, même pour l'Europe, mais certainement pour la France, d'une relation équilibrée, tout en restant dans l'OTAN. Je ne dis pas qu'il faut sortir de l'OTAN, sortir du commandement intégré, ça c'est une évidence, mais sortir de l'OTAN, c'est même pas forcément une nécessité, mais reprendre notre, notre capacité juste d'appréciation autonome de nos engagements et pouvoir, en tant que puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, au lieu de dire on va donner notre arme nucléaire à l'Europe, on va devenir, il faut que l'Europe devienne plus forte militairement parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir face à la menace russe. Enfin, toutes ces chimères, toutes ces imbécilités. Je suis désolée d'être un peu, mais moi ça me fatigue au bout d'un moment. Au lieu de faire ça, dire nous pouvons. Mais aujourd'hui c'est plus possible parce qu'aujourd'hui on n'est plus cru, on a plus de potentiel de confiance, on a plus ça. Mais on pouvait encore, même il y a 2 ans, on pouvait encore. On pouvait dire: «OK, on arrête les frais, c'est n'importe quoi, on s'est trompé, il faut refaire un accord de sécurité, il faut refaire de l'Ukraine une puissance neutre avec des garanties de sécurité croisées par l'OTAN, par la Russie». Voilà. Et Un peu comme l'Autriche en 1955. oui, enfin, oui, Il a mais c'est évité la neutralité la neutralité est un bon statut. Stratégiques pour certains pays en fonction de leur positionnement géographique. Et d'ailleurs, la Suède, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'ils sont fous? Ils sont fous de renoncer, d'avoir renoncé comme ça à la Finlande. C'est ridicule. Donc c'est vraiment, c'est Est-ce que qu'ils ont l'idée. la défaite de la Poltava encore en travers de la gorge? Je sais Ouais, pas. bah, d'accord, mais bon. Bon, c'est pour les spécialistes. Oui, non, mais il y a un moment où il faut faire du neuf, quoi. Faut Alors, arrêter. dans dans ce nouveau éventuel Yalta, qui est voulu par certains, comme tu l'as déjà évoqué, il n'est pas voulu par tout le monde. Il y a une bonne partie du deep state américain qui n'en veut pas. Les néoconservateurs aux États-Unis sont toujours à des bonnes places, y compris dans les équipes de Donald Trump, assez étonnamment, avec des non-néoconservateurs. On a des Kellogg et en même temps on a Tulsi Gabbard, Mmh. un petit peu étrange. Euh, et puis en Europe, on a des Britanniques qui sont vent debout, alors qu'ils sont leur économie est en train de s'effondrer sous leurs pieds, ils sont vent debout pour refaire une guerre de Crimée, les von der Leyen, les Kaja Kallas, il y a quand même beaucoup de monde qui compte, qui souhaite encore en découdre, qui visiblement ne vise pas un accord général. Non. Bah, ils sont à la fois incompétents, ignorants, arrogants, je veux dire, ils les collectionnent, hein, donc et ils sont dans une fuite en avant et surtout dans un refus de prendre la responsabilité. Parce que le jour où on va admettre que depuis 3 ans, nous finançons un régime, nous finançons, nous armons, nous entraînons, nous conseillons, nous formons, voilà, y compris en France, un régime qui a envoyé à la mort, pas sur nos ordres, mais pas loin, plus d'1 million de gens, hein. Il y a quand même une question de responsabilité qui se pose. C'est pas neutre, hein, c'est pas juste, voilà, on a discuté un petit traité commercial, un petit machin, bon, même si c'est des choses très importantes, mais je veux dire, là, c'est des centaines de milliers de vies humaines sacrifiées en pure perte pour rien, pour arriver à un désastre militaire à la fin. C'est-à-dire que si on avait, même après le début de l'opération militaire spéciale, si on avait arrêté les frais, c'est-à-dire reconnu qu'on s'était planté, en avril, enfin fin mars, début avril 22, après le draft des accords d'Istanbul, et cetera, de Minsk et d'Istanbul, intervenu tout de suite, enfin négocié et atteint et même signé. Le draft avait été signé par Zelensky qui avait un peu qui peut-être a eu un petit moment
de prise de conscience de ce qu'il avait fait, de ce qu'on l'avait entraîné à faire, et qu'il était peut-être temps de calmer le jeu pendant qu'il était encore temps. Bon, eh bien non. Boris Johnson est allé lui dire, mon grand, on ne te paye pas pour faire la paix, on te paye pour faire la guerre, donc tu vas la faire maintenant. Voilà. Donc, OK, il est reparti sur l'idée, je vais être aidé jusqu'au bout. Enfin, on lui a raconté les bêtises ordinaires, on est derrière vous, on va rester, vous êtes le fer de lance de la lutte contre. Bon, OK, très bien. Donc, tout ça est un échec militaire flagrant, flagrant. Du côté russe, il se dit qu'il y aurait quand même entre les militaires russes et les gens des républiques du Donbass, les Wagner, les uns, les autres, les mercenaires, machin, 150 000 morts, c'est pas rien. C'est peut-être 8 fois moins ou 7 fois moins que d'Ukrainiens, mais c'est considérable du point de vue politique interne russe. 150 000 morts. Donc Poutine, qu'on l'aime pas, mais c'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est que lui, il a une marge de manœuvre qui est extrêmement étroite. Et je ne parle même pas des franges de son entourage ou du champ politique russe qui sont beaucoup plus jusqu'au-boutistes que lui et qu'il tient reine courte, mais en même temps, il y a un phénomène d'isolement. Et le phénomène d'isolement, il ne va pas en faveur de la modération, hein, il va en faveur justement d'avoir un entourage de plus en plus qui le pousse à en finir, parce que la Russie peut en finir avec l'Ukraine demain matin. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'il mène une guerre d'usure, d'attrition, en essayant de limiter les morts civiles, même s'il y en a, mais enfin, il y en a beaucoup moins qu'on ne pourrait le penser, ou que dans d'autres autres endroits du monde, on en fait. Bref, ils sont dans une logique où ils essaient toujours d'arriver à un moment où on va discuter. Mais ils avancent. Ils avancent. Les Ukrainiens perdent 50 000 hommes. 50 000 hommes chaque mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est colossal. C'est colossal. Alors, et ils n'en recrutent qu'un petit 30 000. Est-ce que dans Ils ne ces... sont pas formés. Pardon. Oui. Est-ce que dans ces... Non, mais voilà, donc... ouais. Vas-y, je te laisse. Bon, d'accord. Vas-y, vas-y. Dans ces discussions qui s'amorceraient, ce nouveau Yalta, est-ce que les Russes se jouent pas un peu de Trump et de ceux qui voudraient discuter? Je pose ça parce que la question, est-ce que c'est toi qui viens d'évoquer le fait que en Russie, ce qu'on refuse d'entendre ici, malheureusement pour ceux qui ne suivent pas les choses sérieusement, il y a une frange de beaucoup plus dure qui est juste derrière Poutine, qui est très 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 majoritaire dans les forces militaires, les forces de renseignement, dans le Conseil de sécurité de défense du Kremlin, qui eux voient l'Occident comme des gens qui sortent des traités qu'ils ont signés, un peu comme avec les Indiens, qui les voient n'ayant pas respecté Minsk, ayant déchiré le mémorandum d'Istanbul dont tu parlais, qui considèrent que toute pause dans la guerre, tout cessez-le-feu, ce sera l'occasion d'armer l'Ukraine, et que même si Trump était de totale bonne foi, bah, Trump dure le temps qu'il dure, hein, peut-être 2 ans s'il perd le Congrès dans les élections de mi-terme, 4 ans, et qu'on a, du point de vue du Kremlin, aucune garantie, et que l'alliance avec la Chine ou avec l'Iran, malgré les difficultés que tu as évoquées dans tes émissions, c'est quand même beaucoup plus stable, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sûr. Est-ce que ils ne jouent pas un peu avec Trump en continuant à faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, ce que moi je pense, aller jusqu'au Dniepr, prendre Odessa, et c'est à partir de ce moment-là qu'on verra ce qu'on verra. Oui, si, mais c'est ce qui est en train d'être fait. De toute façon, chaque jour que nous perdons à parler de discussions sur des bases fausses, par exemple sur des faux chiffres, sur une fausse perception de l'état réel du rapport de force militaire et économique même entre la Russie, l'Ukraine et de l'autre côté les États-Unis et l'OTAN, c'est un jour perdu pour une meilleure paix pour les Ukrainiens. Parce que les forces russes, effectivement, avancent. Et elles vont continuer.
elles n'ont aucune raison de s'arrêter. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre, si j'ose dire. Et elles ont, il ne faut pas oublier que formellement, 4 oblasts ont été intégrés en fin septembre 2022 dans la Fédération de Russie, mais que, à part Lugansk, les autres ne sont pas territorialement entièrement sous contrôle russe. Donc l'avancée, si vous voulez, les limites administratives des oblasts ne sont pas encore atteintes par les forces russes. Donc il y a un effort clair et net militaire à faire pour pouvoir, au moment de négociation, et après tout, plus ça dure, hein, l'attente de ces pourparlers, eh bien, la Russie sera en position encore plus de force. Voilà. Alors, les Ukrainiens ont essayé ce coup, à mon avis, complètement désespéré, et là encore, à mon avis, pas du tout intelligent, c'est-à-dire de taper en Russie et d'aller à Koursk et d'essayer de prendre les centrales nucléaires, etc. Enfin, d'essayer de faire quelque chose de très grave, en fait, sur le territoire de la Fédération de Russie, même en se disant ça va nous faire un atout dans la négociation, mais ils n'ont rien compris. Enfin, je veux dire, mais il faut regarder l'état des forces. Ils n'ont pas les moyens. Donc, ils envoient à la mort chaque jour au moins 1 millier d'hommes, hein, voilà, pour un truc où en fait ils sont en train de se faire dégager. Ils vont bientôt se faire dégager de la zone complètement. Ils en ont déjà perdu une grande partie de ce qu'ils avaient conquis initialement, sous l'effet de la surprise. D'ailleurs, tu le confirmes, le président plus ou moins légal, Volodymyr Zelensky, a prolongé l'état d'urgence là, jusqu'au 9 mai. Qui rend les choses légalement non discutables. Bien sûr, rien n'est discutable. Non, mais lui, il a pris des décrets disant qu'il ne fallait pas discuter. Il n'est plus légalement président. Il est soutenu, comme la corde soutient le pendu, par les Brites, qui le protègent d'ailleurs aussi accessoirement, et par tout ce qui reste de tous les réseaux des services américains, etc., qui sont sur place en Ukraine depuis des années. Des années. Voilà, il n'y a pas que les laboratoires de guerre bactériologique en Ukraine. Il y avait déjà pas mal de petites implantations américaines. Voilà, des petites bases avancées déjà. Et ça, les Russes l'avaient dit, avaient déjà dit que c'était pas possible. Enfin, tout ça a été tellement, en fait, si vous voulez, je pense que l'une des choses les plus énormes, l'un des mensonges, mais qui a été répété évidemment dès le début comme un leitmotiv pour que ça rentre bien dans le crâne de tout le monde, c'était l'expression unprovoked war of aggression from Russia towards Ukraine. Donc, la guerre d'agression non provoquée de la Russie sur l'Ukraine. Comme si c'était vraiment la Russie qui avait agressé l'Ukraine from scratch, comme on dit, à partir de rien, out of the blue. Oui, mais voilà, je suis désolée. S'il n'y a pas ce narratif, il n'y a pas tout ce qui va derrière. Parce que si on a... C'est ça. Mais la réalité, oui, mais il y a un moment où le réel, ça colle plus, les choses sortent, les informations sortent, les documents sortent. Voilà. Donc, on ne veut pas voir, parce que nous, on est victimes en Occident, et notamment en Europe, et alors en France, n'en parlons pas. On croit à la comment on dit, à la valeur performative du langage. C'est-à-dire, il suffit de dire les choses pour qu'elles arrivent, pour qu'elles soient vraies, hein, pour que ça se passe. Voilà. Pas compris que. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Le réel. Oui, mais Dieu, c'est Dieu. Comme certains se prennent pour Jupiter, bon, ils peuvent se dire que. C'est ça. C'est fort, un éclair va sortir de leurs mains. C'est ça. Voilà. Donc on est face aux dégâts causés par notre déni entêté et lourd et maladif et pathologique de réalité. Et c'est valable sur l'Ukraine, c'est valable au Moyen-Orient aussi. On voit bien ce qui s'est passé
ce qu'a subi la Syrie, ce qu'on a fait en Libye. Je veux dire, on raconte n'importe quoi et on fait tout à fait autre chose. Et après, il y a des effets boomerang, des effets de représailles, des effets de retour de bâton, des effets qui nous étonnent. Et quand on commence à prendre conscience que c'est peut-être dû à ce que nous, on a manigancé en amont, alors là, c'est le blackout. On fait disparaître toute prise de conscience, on la rend, on la diabolise, c'est nous les comploteurs, c'est nous qui expliquons des choses absolument fausses, etc. Pour faire disparaître un truc hyper gênant, en fait, parce que ça revient à Je découvrir trouve que autre ça chose, quoi. s'oublie surtout. C'est Ça l'oubli qui est s'oublie. organisé. Enfin, par exemple, si on prend la guerre en Libye, avec toutes ses Oui, conséquences et le fait complètement absurde, in fine, c'est qu'on se fait dégager du Sahel et que la Libye est contrôlée à moitié par la Turquie et à moitié par la Russie. Enfin, vraiment, c'est le champion du monde là. Euh, oui. Beau tous ceux qui avaient résultat. critiqué à l'époque l'intervention en parlant des risques, dont ceux qui sont arrivés, Mm. finalement, quand ils sont arrivés, juste on a arrêté de parler de la Libye, puis c'est oublié. Et en fait, c'est comme une sorte de page blanche à chaque fois. Oui, oui, on zappe, on zappe. De toute façon, on zappe. Sauf que là, ça a des conséquences. C'est notre On peut méthode. zapper avec la Serbie, on peut zapper avec la Libye, c'est pas très très grave, un petit peu grave, mais bon. Là, on a, c'est vraiment pas un pro. Poutine, tout au début du conflit, je pense à Monsieur Jancovici, qui il était chez Apolline de Malherbe, qui demandait comment on serait approvisionné, réorganiser les approvisionnements russes, et il a regardé un peu éberlué en ingénieur donc du réel, et il disait, vous savez, se couper de 30% de nos ressources d'énergie, ça doit être compliqué. Bon, ce réel-là est déjà en train de nous toucher, donc ça devrait provoquer un réveil, Ah non? ben, D'ailleurs, on voit des écoute, élections euh, qui tournent mal en Allemagne, avec la FD qui gagne, mais ou à forcément, gauche, Sarah oui. Wagenknecht, qui disent faut arrêter les frais, là, toute l'industrie va disparaître. Ah ben, mais ils vont complètement dans le mur. Oscar Lafontaine, je sais plus une semaine peut-être, dans une intervention que j'ai vue, a dit moi, si j'étais chancelier, la première chose que j'irais faire, c'est je ferais un voyage à Moscou, je discuterais avec Poutine et je remettrais en place le transit du gaz vers nous. Et puis, je recréerais aussi les structures industrielles de notre pays qui sont en morceaux. Et puis, enfin, c'est du bon sens. Voilà. Mais comme on met l'idéologie là-dessus, comme on met une couche délirante de mensonges sur le thème, la Russie veut se faire l'Europe, la Russie veut envahir les pays baltes, la Russie. Voilà, donc on crée une ambiance de peur, de trouille, de panique, de menace. On essaie de recréer en fait la terreur de l'avancée soviétique qui, à son époque, à son époque, était sans doute beaucoup plus potentiellement concrète, fondée, enfin assise sur quelque chose. Et là, pour le coup, sur une grande idéologie, sur un combat, voilà, à l'échelle planétaire. Etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça le sujet. C'est plus du tout ça. Mais nous, Européens, on s'est planté d'un bout à l'autre. On le paye très cher. Et à mon avis, on n'a pas fini parce que là, maintenant, l'Amérique, elle est dans une phase de restauration propre, en fait, voilà, de ses marges de manœuvre, intérieures, extérieures. L'Europe, elle sait qu'elle reste malgré tout asservie, qu'il suffit d'un petit coup de sifflet qu'elle fera ce qu'on lui dit. Mais en revanche, après l'avoir bien entraînée dans cette espèce de conflit qui visait en fait à la couper de la Russie et en fait c'est une guerre interne aussi au bloc occidental, entre une guerre économique et énergétique entre les États-Unis et l'Europe. Et en fait, il y a eu un transfert, si vous voulez, de vassalisation énergétique qui nous a fait passer, nous, Européens, d'une dépendance énergétique à la Russie, certes, mais au moins c'était pas cher, à une dépendance énergétique vis-à-vis des États-Unis,
4 fois plus cher, hein, 4 fois plus cher, voilà, en moyenne, voilà. Donc Et en je sais maintenant, notre nucléaire. On oui, est bien déjà sûr. Et donc, mais ça, on peut même pas l'entendre, c'est même pas dissible, parce que les États-Unis, c'est forcément, c'est notre jumeau, c'est notre. On vit dans des chimères tellement bien ancrées, tellement bien véhiculées, tellement bien propagées depuis des décennies dans nos élites, dans toutes les couches de la société d'ailleurs, pas que les élites. Cette espèce d'idée, l'Amérique a sauvé l'Europe, l'Amérique. Voilà. Donc, à un moment donné, le décor Potemkin euh, marche, mais se heurte quand même à des faits qui va être de plus en plus difficile d'ignorer. Et je pense que tout le discours français, notamment présidentiel, sur le côté, il faut que l'Europe se renforce, c'est l'heure de l'Europe doit comprendre, l'Europe doit exister géopolitiquement. Mais l'Europe, elle ne peut pas exister géopolitiquement, ni même politiquement d'ailleurs, tant qu'elle ne comprend pas que son, son potentiel, enfin son futur, est dans une capacité à s'ouvrir des deux côtés, vers le reste de l'Eurasie, dont elle est un morceau, et bien sûr vers les États-Unis. Très bien, c'est pas le sujet. Pourquoi pas? C'est. Mais encore une fois, il faudrait être beaucoup plus. Et de toute façon, ça ne passera que par les États. Voilà, parce que la technostructure européenne, elle a fait la preuve à la fois de son incompétence, mais aussi de sa totale servilité. Et elle s'est plantée. Voilà, parce que l'administration change, là maintenant, les anciens réseaux sont tous en PLS, en train de se dire oh là 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 là, pourvu qu'on ne vienne pas me demander des comptes, et tout cet argent dont j'ai profité, que j'ai touché, que j'ai ci, que j'ai ça, tous ces circuits de trafic. Enfin, il se dit quand même qu'entre 30 et 40% du fric qu'on a donné en Ukraine, à l'Ukraine, n'est pas allé à l'Ukraine. Hein, voilà. Donc, il va où? Il va certainement à des Ukrainiens, ça c'est fort sûr, mais aussi probablement à d'autres en Europe. Et je ne parle même pas des États-Unis. C'est pas pour rien que Joe Biden a gracié toute sa petite famille le jour même de l'intronisation de Trump. Peut-être une dernière question avant de te laisser partir à tes autres Oui, occupations. oui. Si, in fine, le front ukrainien s'effondre, que le régime de Kiev prend le bouillon, est-ce que on verrait on peut voir une partition, non pas seulement en 2 ou 40%, 60% Russie-Ukraine, mais des bouts entiers d'Ukraine repartir vers la Hongrie, vers la Roumanie. Parce qu'on voit maintenant les discours de Orban qui dit, bon, bah, il y a les Hongrois quand même qui sont là, ce qui est vrai. Les Roumains qui disent, bah, on a quand même un gros morceau, la Bucovine. Les Moldaves qui sont dit, non, 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 c'est un morceau qui est pas roumain, c'est un morceau moldave. Les Polonais qui bon, ne disent rien, mais bon, la Galicie et la Voline, c'était chez eux à une époque. Est-ce qu'on risque pas d'avoir un découpage, un dépeçage complet d'Ukraine? Je n'en sais rien. C'est certain il y a tout un tas de plans, d'ambitions, tout un tas de pays qui essaient de jouer leurs cartes parce qu'ils comprennent bien l'état de délabrement du pays. Après 40-60%, ça me semble beaucoup. La Russie est à quoi, 20-23%, quelque chose comme ça du territoire ukrainien aujourd'hui. Donc on n'est pas encore à 40%. J'espère qu'on n'ira pas aussi loin pour faire un accord de paix, parce que ça veut dire que ça va durer encore longtemps et qu'il va se trouver encore tout un tas de gens pour continuer à faire affluer des armes, pour continuer à pousser à la mobilisation de jeunes Ukrainiens de plus en plus jeunes et de plus en plus incapables de se battre. Enfin, ils sont juste là pour dire on les a envoyés, on les a envoyés, on les a envoyés, et 3 jours plus tard, ils sont tous morts. Donc, super. Voilà, si vous voulez, moi je pense on a aussi un problème de responsabilité morale. Pas la peine de nous avoir fait tout un flanc sur les réfugiés ukrainiens, les Ukrainiens, ces Européens, etc. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais enfin, concrètement, on les envoie se faire tuer, tous ces gens. Pourquoi? Juste pour préserver nos illusions ou pour masquer nos fautes ou nos mauvais calculs?
Mais jusqu'à quand? Je veux dire, ça rappelle d'autres théâtres, ça rappelle Netanyahou vis-à-vis de Gaza. On continue, on continue, on continue. 1000 blessés israéliens dans les forces par mois, mais on continue, on continue. Je ne parle même pas des résultats, des dizaines de milliers de morts palestiniens, mais on continue parce qu'on sait que si ça s'arrête, il va falloir rendre des comptes. Donc moi, je serais pour des méthodes, si j'étais négociateur ou en situation, pour des méthodes qui certes paraîtraient absolument amorales, etc., mais il faut changer d'interlocuteur ukrainien, parce que Zelensky, on nous explique sans arrêt, mais il veut pas faire la paix comme ci, il veut pas faire. Non, mais Zelensky, il fait ce qu'on lui dit. Je veux dire, c'est voilà, hein, on lui donne une feuille de poste, soit il le fait, soit il le fait pas. S'il le fait pas, ben on prend un autre. Zelensky, c'est quelqu'un qui a été placé là pour faire certaines choses. C'est pas un politicien, c'est rien du tout, c'est un acteur auquel on a donné un rôle. Voilà. Donc il faut lui changer son rôle. Et s'il veut continuer à jouer le premier rôle, et pour sauver sa peau, à son avis, ou parce qu'il a peur des gens qui l'entourent, parce que lui aussi est entouré d'encore pire que lui, hein, et ben dans ce cas-là, il faut en finir avec Zelensky. Ça ne veut pas dire l'éliminer, mais ça veut dire, avec tout l'argent qu'il a mis de côté, si j'ose dire, ces petites économies, il peut avoir une autre vie, le petit homme, hein, voilà. Donc moi je pense qu'il faut des méthodes, il faut des amnisties, parce que sinon ça ne finira jamais. Jamais. Et c'est la nation ukrainienne. On ne peut pas toute la journée dire il faut sauver l'Ukraine et en fait toute la journée l'envoyer à sa mort. Enfin, c'est énorme. On a une responsabilité politique et morale absolument ahurissante en Europe. Voilà, moi c'est ça aussi qui me révolte. Oui. Donc, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être pro-russe, pro-ci, pro-ça. Il y a une réalité militaire dont il faut tenir compte, dont il faut tirer les conclusions et qui doit nous permettre de rebâtir la sécurité en Europe. Et la sécurité en Europe, ça concerne tous les Européens. Ils n'ont pas l'air de bien se rendre compte, mais c'est quand même important la sécurité en Europe. Voilà. Donc, il faut refaire un équilibre des forces stratégiques, il faut remettre au centre la notion d'indivisibilité de la sécurité, il faut arrêter l'extension de l'OTAN une fois pour toutes, ça suffit. Enfin, il faut faire des choses de bon sens, voilà, qui permettront une coexistence. Sinon, il n'y aura pas de coexistence, ce sera dent contre dent, œil pour œil, hein, et à la fin, c'est toujours les pauvres, les faibles, les peuples qui trinquent. Donc, parce que ceux qui vont au casse-pipe en Ukraine, hein, c'est pas les fils d'oligarques, hein, ou c'est même pas les fils de la bonne bourgeoisie, ou c'est rien du tout. Tout cela, ils sont ailleurs depuis bien longtemps, ils font du ski à Gstaad ou ailleurs. Hein. Donc, c'est pas du tout ça. Comme d'habitude, c'est les parties les plus fragiles, celles qui manquent de ressources, alors on leur fait miroiter, mais c'est comme dans les armées américaines. On a une structure de recrutement, si vous voulez, qui fait que forcément, ça intéresse qui? Bah, l'armée américaine offre des avantages, on peut faire l'université, on peut faire ci, on peut faire ça, si on rentre dans l'armée américaine. Voilà. Bon, bah, c'est la même chose en Ukraine. Donc, mais eux, c'est même pas qu'on leur offre du fric, c'est qu'on les chope dans la rue, on les met dans des camionnettes et on les envoie directement au front. Voilà. Donc moi, je trouve ça, on ne peut pas prétendre être l'Europe ou un pays comme le nôtre, avec des valeurs, avec des grands principes, et faire ça, et se prêter à ce jeu-là. C'est trop cynique. C'est trop, ça va trop loin. Voilà. Ouais, très bien, merci Caroline, et merci Caroline Galacteros d'être venue et de nous avoir rappelé qu'il y a une responsabilité politique et morale, qu'on ne gouverne donc pas impunément, qu'on ne fait pas de la géopolitique impunément, que ça a des conséquences bonnes ou mauvaises, très mauvaises pour les Ukrainiens, parce qu'il y a un réel, et comme tu le dis, il faut revenir du bon sens, essayer de retrouver les voies, même si elles sont difficiles, de coexistence, et rebâtir une sécurité en Europe.